Alors, moi j'ai une question pour François Leguet. Vas-y. Ah oui, parce qu'après on discute. Mais ce que tu m'as posé, c'est une question très, très simple, c'est-à-dire cette idée d'au-delà de l'époque, d'au-delà de la clinique, me pose à moi pas mal de problèmes, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est au contraire dans l'urgence de la clinique, mais peut-être dans une autre définition. C'est-à-dire que dire au-delà de la clinique, comme le dit Miller, comme j'ai compris, c'est au fond pris dans cette volonté du discours du maître propre à la clinique, comme tu le citais de Foucault, qui veut rendre l'entier du visible énonçable, sans reste. Qui veut rendre visible tout l'énonçable. Voilà. Qui, avec de l'énonçable, veut rendre tout visible. Voilà. Ou alors, comme il dit, le rendre visible entièrement dissible. Voilà, c'est ça. Hein? Sans reste. Sans reste, oui. Donc, recouvrir, je ne sais plus, recouvrir le visible avec du langage. Enfin, il y a des expressions dans le dessin de la clinique. Alors ça, c'est une certaine façon de voir la clinique, qui évidemment, la psychanalyse s'intéresse à tout ce qui fait rater le savoir établi, donc tout ce qui vient parasiter une telle perspective. Mais il y a une autre définition de la clinique que moi j'utilise souvent quand j'essaie d'introduire les gens à la pratique, à l'éthique analytique dans la médecine et la psychiatrie, c'est la clinique comme l'expérience de l'irréductible de la singularité. C'est-à-dire que finalement la clinique, au fond on pourrait dire aujourd'hui on souffre au contraire d'un déclin de la clinique. Ce n'est pas le déclin du maître clinicien qui arrive à tout recouvrir par le langage, mais c'est un déclin de la façon de se faire interroger directement par le surgissement du réel et d'un effet sujet totalement nouveau qui surgit dans le champ de la clinique. Donc la clinique comme méthode d'accès à l'irréductible de la singularité. Ça, c'est l'exigence lacanienne. Lorsque Lacan ouvre la section clinique, en octobre 76, novembre 76, Henri Ricard, numéro 9, je crois, numéro 14. La définition qu'il donne à Miller, au fond, Miller lui dit, c'est quoi la clinique? Et il marque sur un petit bout de papier dans son cabinet, il marque à Miller, la clinique, c'est le réel en tant qu'il est l'impossible à supporter. C'est une définition de la clinique que aucune faculté de médecine ne peut accepter. Parce que ça suppose une singularité absolue. La clinique, c'est le réel en tant qu'il est l'impossible à supporter. C'est une phrase incomplète. L'impossible à supporter pour le sujet qui s'en plaint. Ça veut dire que c'est une définition de la clinique qui fait totalement l'impasse sur l'autre. C'est une définition de la clinique totalement subjectivée. À savoir que quelque chose qui sera parfaitement supportable par l'un sera le réel impossible à supporter par l'autre. C'est donc une définition complètement irrecevable pour tout savoir facultaire, puisque ça ne se définit que par le sujet. Et ça m'avait absolument frappé, puisque ce serait trop long, mais cette phrase vient exactement au moment où Canguilhem lui propose d'autres définitions de la clinique, mais il ne peut absolument pas se passer du fait que la clinique est un savoir qui se caractérise et qui s'élabore du point de vue de l'autre. Or, pour Lacan, pas du tout. Il va même plaisanter dans la même leçon, il dit la clinique, c'est ce qui se dit sur un divan. Bon. Puis il dit, oui, c'est le dirvant analytique. On se dit, ça y est, le vieux docteur recommence ses jeux de mots. Bon, on met ça sur le compte de l'âge. On le faisait. On le faisait à Sainte-Anne, les gens disaient, bon. Et puis il continue, le dirvant analytique. C'est-à-dire que c'est ce dont on se vante, et c'est ce qui se vanne. Le ventre qui est... Bon. C'est d'une précision, ces petites farces de Lacan. C'est-à-dire que la clinique, c'est ce qui se dit sur un divan, à condition de voir que le seul accès à ce qui serait clinique
ce n'est pas l'énoncé mais l'énonciation, c'est-à-dire la position du sujet, c'est-à-dire dans ce qui se dit, c'est le dire, et c'est ce qui reste quand la paille s'en va. Tous les jeux de mots de Lacan sont très précis. C'est ce qui reste de l'énonciation, comme ce qui ne change pas dans cette énonciation, c'est-à-dire comme ce qui revient à la même place, et qui nous donnera le moyen de savoir quel est le réel impossible à supporter pour tel sujet. Et c'est d'une définition incroyable, avec 3 ou 4 jeux de mots, il est là, il fait semblant de rigoler. C'est une définition d'une précision extrême. Je sais pas si vous cette histoire de Pharmacon, Barbara Cassin qui vient de sortir un livre sur Jacques de Sophie, et elle oppose le Pharmacon à l'organon. Et elle parle, je ne me souviens pas très précisément de ce qu'elle dit, de la crise du Pharmacon vis-à-vis de l'organon. Et que nous savons que nous sommes dans une crise, pas seulement du DSM-5, du DSM en général, de la psychiatrie, donc du diagnostic, mais aussi de la prescription et du traitement, puisqu'on n'est pas d'accord sur le diagnostic, donc les médicaments aussi se trouvent dans une crise. Et que maintenant, elle dit qu'on se tourne vers l'organe qui est le cerveau, donc cet organe qui détermine précisément les choses. Et aucun jeune scientifique veut travailler avec la pharma maintenant, justement à cause de cet effet secondaire et de tout ce que ça implique, et puis les forums qui existent, quand un patient va prendre un médicament, il va d'abord sur le forum, et il vient avec une liste d'effets secondaires, donc il y a beaucoup de résistance de ces fármacos. Donc ça, c'est en effet aussi de la science. C'est un effet secondaire de la science. Et j'ai une question très précise à François, où il dit que la science est déboussolée. Est-ce que tu penses que la science a toujours été déboussolée, ou c'est un genre de science, ou à partir de quel moment cette science a été déboussolée, et qu'est-ce que serait pour toi une science avec une boussole? Qu'est-ce que ça serait la boussole de la science? Bon, donc, moi je pense qu'on utilise beaucoup le mot science de façon très diverse, qui fait qu'on a de la peine à se repérer, en particulier dans les sciences humaines ou dans la psychanalyse. Je pense qu'il y a une caractéristique de la science moderne qui a été l'universalisation du sujet, comme une sorte de présupposé d'universalisation du sujet, qui débouche sur une sorte de scientisme qui est aussi présent dans la science, quoi. Enfin dans une certaine version de la science, avec l'évaluation, avec la quantification. C'est-à-dire qu'on peut faire une science galiléenne qui n'est pas scientifique, enfin une science quantitative qui n'est pas galiléenne, et une science qui n'arrive pas à mettre en formule et qui reste galiléenne. Enfin, il me semble que cette question, il y a beaucoup d'idéologie dans la science et une part importante de scientisme, et en particulier même, si vous voulez, dans les croyances, bon, écoutez, mais dans les croyances des neuroscientifiques, il y a une sorte de scientisme qui est très présent même chez des gens très sophistiqués. Je connais un grand neuroscientifique, Camille Camera, je ne vais pas citer son nom. On était avec Pierre Magistretti à écouter une conférence qu'il a donnée. Il avait une vision comme ces neurosciences, avec la connaissance du cerveau, allaient amener la paix sur la Terre. Une sorte de croyance très réductionniste, scientiste, avec cette vision, si vous voulez, d'un cerveau homéostatique. C'est vrai que le cerveau est l'organe homéostatique, donc il régule tout. Or, les hommes avec un cerveau, ça donne un truc, mais plus destructeur que ça, c'est pas possible. Les animaux, c'est beaucoup moins destructeur, enfin, comme disait déjà
la littérature. Enfin, les humains peuvent reculer, les animaux féroces peuvent reculer horrifiés devant les humains. Tellement les humains sont destructeurs. Pas les bactéries. Non, mais les bactéries sont gentilles, elles se reproduisent tranquillement, mais elles sont efficaces. Donc, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'on vit à une époque où l'universalisation du sujet occupe beaucoup de place dans une certaine version de la science. 1. 2, je pense que la science, dans ses avancées, quand elle se questionne et qu'elle vit ses crises, révolution scientifique au sens de Kuhn, voit ces paradigmes périodiquement s'effondrer. Et qu'on a toute une autre version de la science qui tient compte de ces crises à l'intérieur de la science. Et ça, je pense que c'est pas nouveau. Je pense que c'est pas nouveau et que depuis que la démarche scientifique, après Descartes et Galilée, s'est mise en marche, comme Lacan le reprend dans La science et la vérité, il y a eu ces crises successives. Le livre de Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'on en dit, nous, comme analystes? C'est qu'on en dit que, au fond, la science est une pratique symbolique qui essaye de traiter le réel avec les symboles. Et au fond, elle bute la science sur le défaut structural du symbolique. Ça veut dire qu'elle produit toujours plus loin le réel qu'elle essaye de traiter. Elle le traite avec un succès, mais ce succès aboutit à le reproduire, comme toute pratique symbolique, comme l'analyse elle-même. Finalement, le réel, c'est aussi le résultat de la pratique de la parole en analyse. Donc, c'est ce qui fait en même temps la dynamique de la science, qui procède par crise successive, et ce qui fait toute sa difficulté. Alors, après, si vous me suivez, j'ai l'impression d'être assez clair, mais je ne sais pas, ça veut dire que les deux versions fonctionnent l'une avec l'autre. C'est-à-dire, quand on est en crise dans une science, on peut utiliser la science sur un mode scientiste pour boucher la crise. Comme le plus de jouir, ou le gadget, vient boucher le trou de l'angoisse. Donc, finalement, les deux vont un peu ensemble quand même. Mais il me semble que ce qui est au cœur de la pratique scientifique, qui est très noble, c'est cette production du réel dans la démarche scientifique elle-même. Est-ce que dans les scientifiques que tu rencontres, et franchement, c'est vrai que ça, ce que tu as pu dire nous fait un peu honte de notre arrogance quand on parle de la science dans notre littérature. Ça a l'air, quand on t'écoute, ça a l'air quand même un tout petit peu plus compliqué. Un tout petit peu plus compliqué. Est-ce que, tu as pointé à un moment donné quelque chose de tout à fait central, au fond de la capacité de chacun d'accepter ce qui cloche entre la cause et l'effet. Voilà. Alors, on voit très bien que pour que la cause soit pour que l'effet soit proportionnel à la cause. On oublie d'ailleurs que dans l'étiologie de l'hystérie, Freud est parti de là. C'est comment expliquer des troubles hystériques aussi graves. Si, je prends la parole au nom de Freud, si comme homme de science, je respecte mon épistémologie qui exige qu'il y ait une proportionnalité entre l'effet et la cause. Et donc la seule façon d'expliquer un effet aussi grave qu'est une crise hystérique, c'est qu'il y a eu viol, il y a eu traumatisme. On oublie que c'est sur une réflexion entre la proportionnalité de la cause et de l'effet que Freud tombe sur quoi, justement? Que le seul qui garantit la proportionnalité entre la cause et l'effet, c'est la loi. Si effectivement je lâche mon crayon, il tombe par terre du fait de la loi de la gravitation. Là, on peut voir la proportionnalité entre la cause et l'effet. C'est réglé par la loi, le symbolique fait l'affaire pour expliquer pourquoi la cause et l'effet sont liés. Ce que dit Lacan, c'est que la cause et l'effet ne sont pas liés, que les effets passent leur temps, il raconte ça dans le séminaire des 4 concepts, les effets veulent se donner la main pour empêcher la cause d'entrer dans leur danse. Il y a une métaphore très drôle, et que l'effet c'est le sujet, la cause c'est l'objet, et qu'il faut un fantasme, c'est-à-dire que le sujet se raconte des conneries, pour
réussir à imaginer qu'il y a une proportionnalité. Et le fantasme le plus commun, c'est d'imaginer que si je suis venu sur Terre, c'est parce que maman et papa se sont rencontrés. C'est un fantasme. Si je suis venu sur Terre, c'est parce qu'une cellule prise dans un hasard complet, un spermatozoïde parmi quelques millions, voilà. C'est pour ça que je suis sur Terre. C'est pas parce que papa a rencontré maman. C'est vraiment des conneries de névrosés de se raconter des choses comme ça. Non. C'est des conneries du point de vue de ceci, que la cause de mon existence sur Terre n'a rien à voir avec l'effet que je suis, effet du signifiant, qui peut dans son histoire loger la rencontre de papa et de maman. Et que, donc, le réel pour nous, c'est effectivement la cause qui nous montre qu'il n'y a aucune proportionnalité, que la loi n'explique pas l'effet et ce qui le cause. Que si on fait pas, s'il n'y a pas le fantasme, eh bien, la cause et l'effet ne sont pas faites pour vivre ensemble. Alors, est-ce que les scientifiques peuvent accepter ça? Ouais, je pense que c'est ça la crise. La crise, mais c'est, si vous voulez, les crises, bon, moi j'ai l'occasion de dialoguer avec des gens comme Magistretti, comme Christiane Ariane Giacobino, Proscience, qui mettent en avant ces crises, avec, si on veut, le défaut structural du symbolique qu'ils rencontrent au cœur même du dispositif. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait dans ce moment de révolution scientifique au sens de Kuhn? C'est ça que, en fait, les paradigmes bougent, peut-être même simultanément, qu'il y a un nouveau paradigme qui émerge sans qu'il soit totalement prévisible. Pierre Magistretti, il dit, lui, avec lequel je collabore, comme tu sais, il dit souvent, quelque chose qui dit, manque un Einstein aux neurosciences. Enfin, sous l'idée qu'aujourd'hui, les gens, ils étudient des faits qu'ils mettent en jeu dans un paradigme cause-effet extrêmement simple, avec en particulier les bases neurobiologiques des maladies mentales et le fonctionnement et tout. Or, la recherche porte sur la plasticité, l'imprédictibilité, la reconsolidation, les discontinuités que font, on n'arrive pas à interposer par rapport à ce qui cloche entre la cause et l'effet quelque chose. Donc c'est vrai que lui, il a peut-être l'espoir en tant que scientifique que quelque chose puisse les relier. Il a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Nous, on dit qu'il y a quelque chose qui cloche entre la cause et l'effet. Peut-être le scientifique éclairé dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans la science, qui a l'habitude de relier les causes et les effets. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre à la place de ce qui cloche dans le dispositif? C'est une nouvelle conception de... Si vous voulez, aujourd'hui, les gens discutent beaucoup de la détermination génétique et du déterminisme, alors que ce qui est au programme de la génétique, c'est le génome instable. Les jumping genes. Vraiment, moi, dans un débat des comités d'éthique, où on dit oui, faut-il, tout, vous savez, tout le monde croit que c'est ça qui détermine. Et en même temps, la science, elle a déjà franchi plusieurs étapes par rapport à ce débat éthique ou juridique est en retard sur les avancées. Alors bon, est-ce que c'est ça ce que Lacan pouvait appeler sa futilité? C'est-à-dire que la science est bien déconnectée de ce que le discours, par exemple, du droit peut en dire. Il est normal que le discours du droit veuille y retrouver ses billes. Il faut bien légiférer sur les mœurs. Il faut bien que la loi s'adapte aux mœurs.